Bonsoir, bienvenue à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire de lancement du Hacking Rehab Lyon, le HRL 2020. Merci déjà d'être venus nombreux et nombreuses à assister au lancement de ce projet, puisqu'il y a une cinquantaine d'inscrits, tout le monde n'est pas encore en train d'arriver, donc on va se laisser encore 2-3 minutes. L'objectif du lancement ce soir, c'est de pouvoir commencer cette séance visio tout d'abord en vous présentant l'événement, donc le HRL 2020, dans son concept et dans le déroulé. On enchaînera ensuite avec une conférence inspirante. Et nous sommes très heureux de recevoir 3 invités ce soir. Sébastien Matteo, Amine Métani de la startup Courage. Bonsoir à vous, messieurs. Et Flavien Kijou, doctorant en kinésithérapie et président d'honneur de l'association Les Cartésiens. Quelques rappels pour le confort de toutes et tous. Pour la bonne tenue de la réunion, donc les micros seront fermés. Bien entendu, vous pourrez interagir via le fil de discussion. Certains ont déjà commencé à le faire. Et on tâchera de répondre à vos questions au fur et à mesure. Voilà. Je vais tout d'abord présenter l'équipe sur place. Vous les verrez tout à l'heure et intervenir au fil de ce webinaire, avec tout d'abord Shams Rivo, interne en médecine physique et de réadaptation des hôpitaux de Lyon et meneuse du projet HRL depuis le départ. Guillaume Brousson, étudiant kinésithérapie et kinésithérapeute fraîchement diplômé et actuellement vice-président en charge du développement scientifique et professionnel de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. On a la chance aussi d'avoir Damien Nives, cadre de santé et ergothérapeute aux Hospices de Lyon, et moi-même, Hugo Bessaguet, interne en NPR des hôpitaux de Saint-Étienne et speaker freelance pour ce soir. Si vous le voulez bien, on va pouvoir commencer et nous lancer dans le vif du sujet avec la description du hackathon, quelques rappels larges pour recontextualiser le projet. Le hackathon, ça nous vient des développeurs en informatique. C'est un mot valise qui vient du mot marathon, vu la longueur de l'événement et les ressources de travail demandées. Et hack qui désigne le fait de trouver une solution rapide pour contourner un problème. Tout ça nous amène de façon combinée au Hacking Rehab, le hackathon centré sur les thématiques de rééducation et réadaptation, qui sont des notions chères à la NPR, qui est une discipline médicale qui s'inscrit dans une logique pluridisciplinaire de soins pour les déficiences diverses, qu'elles soient neurologiques, orthopédiques, etc. Et surtout leur retentissement sur les fonctions et bien sûr au-delà en vie quotidienne, sociale et ou professionnelle. Donc la base, c'est vraiment l'interdisciplinarité et l'objectif de ce hackathon, c'est de mêler le domaine de la santé, que je viens de vous présenter, et divers domaines qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces thématiques-là et qu'on veut impliquer au maximum, le design, l'ingénierie, et vous verrez bien d'autres encore. Alors pourquoi un hackathon? L'objectif princeps du projet était de s'armer de compétences encore plus transversales pour proposer la possibilité de pouvoir réfléchir à des réponses sur des problématiques en lien avec le handicap. Donc c'était déjà de sanctuariser le temps de travail. C'était aussi valoriser une expertise de terrain. Pourquoi? Pour la mettre au service de façon originale, avec une mise en réseau qui pousse la créativité au service de la communauté. Et tout ça dans une logique d'innovation dans le domaine de la santé, avec, vous l'avez compris, une interaction pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Alors, qui sommes-nous? On se compose d'internes en NPR, donc médecine physique et réadaptation, discipline médicale, d'hospitalo-universitaires en médecine physique et réadaptation. On est également des membres de l'Association des jeunes en médecine et rééducation, des jeunes de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, l'équipe du Hacker Lab qui nous soutient depuis le début du projet, qui est un espace d'innovation ouvert
aux applications de santé dans le but de favoriser l'émergence de nouveaux projets et de faciliter l'expérimentation en conditions réelles au contact des usagers et des professionnels de santé sur des problématiques de santé. Et là, on va se focaliser sur une problématique de handicap. Évidemment, on travaille avec les instances d'organisation du congrès WFNR SOFMER qui nous ont soutenus depuis le départ. Donc, la World Federation of Neurorehabilitation, la Fédération internationale de rééducation neurologique, et la Société française de médecine physique et de réadaptation, la SOFMER. Nous tenions ce soir à vous dévoiler les partenaires qui ont répondu présents à notre événement, et pour vous illustrer un petit peu la diversité des compétences du projet, je vais me lancer dans une revue qui ne sera pas exhaustive, mais qui vous permettra, je l'espère, de mettre en lumière le réseau d'innovation que nous voulons mettre en commun lors de cet événement. Il s'agit tout d'abord d'un mélange de sociétés d'étudiants en médecine via la FNEK, l'AJMER, l'Association des jeunes en médecine physique et de réadaptation, des instances d'éducation avec la faculté de médecine de Lyon-Est, l'Université Claude Bernard de Lyon 1, l'Institut des sciences et techniques de rééducation, l'ISTR, qui nous permet d'accéder finalement et toucher à un panel large de métiers de la rééducation. S'associe à ça des écoles d'ingénieurs, avec notamment l'école d'ingénieurs en chimie et sciences du numérique CPE Lyon, l'école centrale de Lyon, l'école des mines de Saint-Étienne, et différentes associations avec le soutien fort des hospices civils de Lyon. On a aussi un partenariat avec le Lab, qui est un espace de collaboration étudiant, le Fab Lab Aztec, qui nous a rejoint dans le projet. On tenait aussi à faire profiter la voix des usagers via l'Union nationale des associations associées avérées d'usagers du système de santé avec France Assos Santé pour impliquer directement les personnes en situation de handicap dans les réflexions. S'associe également avec nous la Société francophone d'études et de recherche sur les handicaps, la SPHERE, la clinique Parents Plus du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre sud de l'île de Montréal, le collectif Parents et tous les autres partenariats en cours. J'espère n'avoir oublié personne, mais vous avez au moins une première trame sur ce diaporama. Pour ce qui est du déroulement de l'événement, les festivités commenceront le mardi 6 octobre 2020 avec une soirée de lancement en visio qui permettra de constituer les équipes. Par la suite, le mercredi 7 octobre 2020, donc on sera sur un mode à la fois présentiel et distanciel. On est en train d'organiser, et on vous tiendra au courant dans les mois à venir, la technique un petit peu sur laquelle on va jongler probablement entre du présentiel et du distanciel pour à la fois étendre le réseau de participants et respecter les règles de distanciation sociale qui seront en vigueur. Donc le mercredi 7 octobre 2020, on commencera avec le matin le clap de départ, la mise en contact des différentes équipes et le début du travail en équipe avec présence de mentors qui seront experts dans leur domaine et qui nous donneront aux intervenants des équipes leur expertise et leur avis pour tuyauter un peu tout ce réseau. En soirée, un premier tour de table des solutions sera proposé avec des présentations courtes, des projets avec une validation de la solidité des projets pour ne pas embrayer sur des projets qui seraient stériles. Voilà. Ensuite, on enchaînera le lendemain avec la deuxième journée du hackathon, donc le jeudi 8 octobre, avec le matin et début d'après-midi la poursuite du travail en équipe, un travail qui, je pense, sera intense, avec en fin d'après-midi un second tour de table qui aboutira à une présentation des projets devant le jury, et ensuite, en soirée, l'attribution des prix. Alors, dans le post-hackathon, pourquoi réfléchir à ce post-hackathon? Bien, déjà, c'était garder cet esprit
partenariale et très transversale et interdisciplinaire pour une mise en réseau avec des structures de soutien de projet et bien sûr pérenniser et valoriser les projets dans la durée. Voilà. On va passer maintenant à la révélation des 3 axes thématiques du hackathon, que sont le handicap et la parentalité, l'inclusion et l'accessibilité, et finalement les technologies innovantes et le handicap. Je vais me permettre de laisser la parole à Damien Nives, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est ergothérapeute et cadre de santé des HCL, et qui va nous parler de handicap et de parentalité. Damien, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous présenter ce premier atelier thématique, donc webinaire, qui sera sur le terme de la parentalité. La parentalité, en fait, on va s'intéresser précisément au rôle de parents et comment on va permettre aux personnes en situation de handicap d'assurer leur rôle de parents dans la vie de tous les jours, au quotidien, et donc pour trouver des solutions et les accompagner sur ce projet. Sur ce webinaire, en fait, on va vous proposer, dans un premier temps, de mieux vous représenter les situations auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap pour assurer leur rôle de parents. Et puis donc, vous accompagner aussi sur des questionnements, les premiers questionnements qui peuvent se poser et réfléchir ensemble à quelle solution on peut trouver, quelle solution innovante on va pouvoir trouver pour résoudre ces problèmes. Les défis à relever, en fait, sont nombreux. Il y a des solutions qui existent, mais la plupart du temps, ça constitue des bricolages, des adaptations de matériel grand public. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui restent encore entières. C'est, par exemple, comment on va permettre aussi de faire mieux connaître, mieux reconnaître les besoins des personnes en situation de handicap pour assurer leur rôle de parents. Comment on va leur permettre, au sein de l'école, de mieux être reconnus, de reconnaître leurs besoins et de leur proposer des solutions, d'adapter avec eux le quotidien. Ça peut être des questions très pratiques, comme quand je suis une personne, un parent qui est en fauteuil roulant et qui a besoin de se déplacer à l'extérieur, et ben, comment je vais pouvoir sortir avec mon enfant, l'accompagner en poussette. Ça va être comment je vais pouvoir le chercher dans son lit, l'accompagner pour le coucher, pour le lever. Voilà, des questions très pratiques sur lesquelles on travaillera donc, lors du webinaire qui aura lieu le 10 septembre à 18 h. Et donc, au cours de ce webinaire, on pourra déjà travailler sur ces représentations des problématiques qui sont rencontrées et puis engager déjà les premiers projets, travailler en petits groupes de travail, cette fois-ci à distance. Voilà pour ce premier webinaire. Je passe la parole ensuite à Guillaume Rosson pour la deuxième thématique. Donc, parlons de la deuxième thématique, inclusion et accessibilité. Pour cette thématique, il était pour nous indispensable de faire une distinction de base entre intégration et inclusion. L'intégration oblige les personnes en situation de handicap à s'adapter, à se positionner généralement dans des structures qui permettent, les structures, de rétablir ou de compenser des déficiences qui peuvent être physiques, mentales ou sensorielles. Le but de ce hackathon est de passer vers l'inclusion où le but est de transformer la société, de lever des obstacles pour finalement aller jusqu'à l'égalité de droits pour que tous les citoyens puissent participer de la même manière à leur vie de tous les jours, à leur vie quotidienne, que ce soit leur vie à l'école, leur vie au travail, leur vie dans le système de santé, quelquefois. Le but étant donc de pouvoir être inclus comme tous les autres citoyens au système. Il est donc important que les patients et les personnes globalement en situation de handicap puissent être représentés. C'est pour ça que nous avons décidé, pour cette thématique, de créer, comme pour les autres, un webinaire permettant de répondre à des problématiques en lien avec le manque d'inclusion dans la société, encore une fois dans les différents usages qu'on peut avoir,
Une thématique qui va donc nous permettre d'aller vers l'urbanisme, vers l'architecture, le design de services notamment, voire même le design de pages web, puisque les pages doivent aussi permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap. On touche donc à la vie de tous les jours, on touche donc à tous les domaines aussi bien techniques que réflexifs, ce qui nous permet d'avoir dans cette volonté d'inclusion une inclusion aussi de toutes les disciplines. Pour ce webinaire, qui aura normalement lieu d'ici fin septembre, nous avons décidé de convier des personnes aussi bien réalisant des politiques de la ville, des politiques d'urbanisme, mais aussi des personnes agissant dans des startups qui mettent l'innovation au service de l'inclusion, mais aussi des personnes qui réalisent des solutions de design de services pour les personnes en situation de handicap. Nous aurons donc aussi bien au début un débat plutôt réflexif sur qu'est-ce que l'inclusion, comment réussir une bonne inclusion pour les personnes en situation de handicap, avec, nous l'espérons, des personnes en situation de handicap pour commenter et nous partager leur expérience, mais aussi des propositions plus techniques, des exemples techniques de solutions qui ont pu être faites pour l'inclusion en design de services et en nouvelles technologies. Enfin, notre dernière thématique, les technologies innovantes au service du handicap, innover au service des personnes en situation de handicap. On sait que la technologie est de partout, nos téléphones, nos applications, comme j'ai dit tout à l'heure, même pour les personnes en situation de handicap, il faut que toutes ces technologies soient aussi à leur service. On voit pour ces personnes aussi fleurir des nouveaux exosquelettes, avec des sociétés françaises notamment, l'intelligence artificielle qui peut aussi nous aider dans cette volonté. Elle s'est infiltrée dans notre quotidien, que ce soit dans notre pratique professionnelle, mais aussi pour les patients. On est confronté à la technologie en permanence et on l'a bien vu pendant le confinement qui nous a obligés à utiliser la technologie même quand on ne le voulait pas. Pour les personnes en situation de handicap, le même constat est possible à établir, ce qui nous a poussé à aller justement vers le développement de nouvelles technologies ou en tout cas d'avoir un espace pour faire émerger des nouvelles technologies au service du handicap. Le but est donc d'avoir des outils qui permettent d'accompagner les personnes en situation de handicap, des solutions pour eux, avec eux, et aussi, pourquoi pas, faire de la sensibilisation grâce aux nouvelles technologies. Cela peut passer, par exemple, par de la simulation, des outils de simulation pour essayer un petit peu plus de comprendre, de ressentir ce que les personnes en situation de handicap peuvent ressentir dans leur vie de tous les jours, mais aussi, et bien sûr, des solutions pour leur qualité de vie, pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. On essaie donc de répondre à des questions, des solutions utiles et innovantes, des technologies au service de ces personnes, avec ces personnes, pour que finalement le handicap puisse être une source d'innovation. Le webinaire se structurera donc avec deux grandes parties, une partie avec plutôt des startups et une partie avec des personnes en situation de handicap pour essayer de comprendre leurs attentes et pour voir aussi qu'est-ce qui a pu déjà être fait au niveau de projets de nouvelles technologies pour eux. Voilà, donc on vous retrouvera, nous l'espérons, sur ces 3 webinaires. Merci. Merci Guillaume et Damien pour ces présentations des thématiques, on espère, vous auront séduites et qui vont faire germer tout au long des mois à venir et surtout lors du Hacking Rehab Lyon des solutions et des idées. On va pouvoir désormais passer à la tant attendue conférence inspirante avec nos 3 interlocuteurs et invités de choix que sont Amine Métani, Sébastien Mathéo et Flavien Guijou. Et on va passer la parole à Amine Métani et Sébastien Mathéo pour le début de cette conférence. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Mathéo, donc je suis masseur kinésithérapeute et docteur en neurosciences. J'exerce à l'hôpital Henri Gabriel aux Hospices civils de Lyon, à mi-temps en tant que masseur kinésithérapeute et sur le reste de mon temps en tant que chercheur en neurosciences.
Mon parcours est le suivant. Je suis diplômé en kinésithérapie depuis 11 ans maintenant et j'ai mon diplôme j'ai passé ma thèse en neurosciences, mon doctorat, il y a 5 ans. Mon champ de recherche est j'ai plusieurs axes de recherche en réalité et ma thématique principale est l'imagerie motrice, c'est-à-dire le fait de penser à un mouvement pour la rééducation, et j'utilise ça pour la rééducation et pendant la rééducation. L'idée générale de cette technique-là, c'est de travailler sur la plasticité cérébrale, et c'est en ça que qu'il s'agit d'une technique innovante. Je rejoins plutôt la partie pour le hackathon sur les technologies innovantes. Le projet de recherche que je coordonne actuellement est l'utilisation de cette technique et pour tester l'efficacité de cette technique chez des patients qui sont tétraplégiques, donc qui ont une atteinte des 4 membres autant motrices que sensorielles, et qui présentent, avec le niveau lésionnel qui est atteint en C6, C7, une possibilité résiduelle de préhension qui utilise la ténodèse, donc une prise compensatrice. Et l'idée est d'utiliser l'imagerie motrice chez des patients qui ont appris à le faire en rééducation et de voir si on peut améliorer encore davantage cette possibilité de préhension, sachant que c'est la principale demande de ces patients-là. Et pour faire quelque chose d'innovant, l'imagerie motrice, c'est, pour vous représenter les choses simplement, quand on enregistre l'activité cérébrale avec un casque d'électroencéphalographie, donc on mesure des champs électriques, on a des activités similaires quand on fait le mouvement physiquement ou quand on l'imagine. On a développé un système, et c'est l'objet de l'étude en cours, qui utilise l'interface cerveau-machine pour détecter les activations cérébrales quand le sujet fait un mouvement et quand il imagine le mouvement, et pour donner un retour sur l'action qui vient d'être imaginée. Parce que quand on imagine un mouvement, la définition de l'imagerie motrice, c'est qu'on ne fait pas de pratique physique, on ne bouge pas. Donc quand on est éducateur, d'observer un patient qui ne fait pas de mouvement, pour le corriger, c'est un peu plus compliqué. Pas impossible, mais ça se passe sur le mode déclaratif. Et l'idée vraiment d'utiliser ce neurofeedback, donc l'interface cerveau-machine et le retour visuel sur l'action imaginée, c'est d'améliorer le contrôle de l'action qui est réalisée. Une autre partie de mon travail s'intéresse aux technologies innovantes toujours, mais aux aspects plus musculaires et périphériques. Mais vous allez voir la connexion qui existe entre les deux, que je détaillerai juste après. Et dans mon parcours, j'ai fait un post-doctorat à l'ENS de Lyon, et c'est là où on s'est rencontré avec Amine Métani, et on travaille depuis encore ensemble avec Vance Bergeron et la salle sport. Et l'idée était d'utiliser, et elle est toujours d'utiliser l'électrostimulation fonctionnelle et Amine complétera vraisemblablement cette partie-là juste après moi. Mais la base de l'électrostimulation fonctionnelle, c'est d'appliquer des électrodes sur un muscle et sur plusieurs muscles, et en particulier sur le membre inférieur, l'enchaînement au bon moment des stimulations des différents muscles permet de restaurer un mouvement de pédalage. Et ça, c'est utilisé chez les patients tétraplégiques ou paraplégiques pour restaurer un mouvement de pédalage alors qu'ils ne pourraient pas faire le mouvement à cause de la paralysie, de l'atteinte motrice liée à la paraplégie ou tétraplégie, à la lésion médulaire. À l'hôpital Henri-Gabriel, avec l'épidémie du coronavirus, on a aussi utilisé cette technique-là pour la rééducation des patients qui ont fait une forme grave et qui ont fait des séjours prolongés en service de réanimation. Cette technique, c'est l'électrostimulation fonctionnelle, donc un vélo avec des électrodes à poser à la surface de la peau pour stimuler les muscles. Et pourquoi on l'a fait? On a fait ça parce que des patients qui font 3 jours de position allongée et qui ne bougent pas, ou bougent très peu, disons, en réanimation, parce que la problématique principale, c'est la survie et qu'il faut qu'ils soient ventilés. Bref, ils passent 3 semaines à perdre du muscle et ils arrivent après 3 semaines à devoir être réentraînés.
Et donc, l'aspect périphérique musculaire et électrostimulation nous a semblé particulièrement intéressant. Et le retour des patients qu'on a stimulés d'avril jusqu'à aujourd'hui, on est plutôt sur la fin de l'épidémie, en tout cas la première vague et des patients qu'on suit, est très positif, avec d'un point de vue clinique, des patients qui nous disent qu'ils sont aidés par cette électrostimulation, et d'un point de vue kinésithérapie qu'on voit, et médical, on voit que l'aspect musculaire périphérique et avec des muscles qui sont, on pourrait dire, peu toniques et pendants, et a complètement disparu en l'espace de 3 à 6 semaines d'intervention. Alors là, il faut dire, pour être juste et complet, que l'intervention n'était pas réduite au vélo électrostimulation, mais ces patients-là ont bénéficié de la rééducation complète, classique, donc kinésithérapie en premier lieu, mais également de la psychomotricité et de l'activité physique adaptée, pardon. Et également, c'est des patients qui ont suivi et subi une phase pas simple d'isolement et de situations critiques, et qui ont besoin d'en parler, donc une approche psychologique associée à tout ça. Donc l'effet musculaire, il ne serait pas juste de dire que c'est lié uniquement à la pratique du vélo électrostimulation. Voilà pour un bref aperçu du champ d'activité actuel. Mon travail est un travail pluridisciplinaire et s'inscrit dans le travail de médecine physique et de réadaptation des patients. Donc, je travaille avec les médecins MPR et avec tous les rééducateurs. Donc oui, le travail pluridisciplinaire est indispensable pour la prise en charge du handicap, parce que le regard croisé de chacun permet d'apporter les solutions les plus adaptées à la personne qu'on a à rééduquer ou qu'on a face à soi. Et l'apport de la pratique pour le hackathon semble être important pour dépasser ce champ de rééducation et d'intervention classique à l'hôpital, en associant des partenaires hors des murs de l'hôpital, comme on le fait en ce moment avec l'ENS de Lyon et la collaboration qui existe, mais encore de façon plus large pour favoriser l'innovation au service des malades. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'espère pas avoir été trop vite, mais j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'enchaîne, Sébastien? C'est des questions, mais oui. Je crois que les questions sont à la fin. Ouais. Alors, je te laisse la parole, Amine. Allez. Bonsoir à tous. Je m'appelle Amine Métani. Je suis ingénieur de recherche au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. Moi, j'ai une formation d'ingénieur que j'ai complétée par une thèse en physique dans laquelle j'ai étudié la décontamination de l'air des hôpitaux. Et depuis 2015, je travaille sur, d'une façon générale, la rééducation de patients neurolésés et plus particulièrement sur les applications de la stimulation électrique musculaire à l'activité physique de personnes en situation de handicap moteur. Donc aujourd'hui, je travaille essentiellement sur le vélo, le rameur et dans une moindre mesure la marche électrostimulée dans différents cadres, puisque en plus de cette activité de recherche que j'ai au labo avec Vance Bergeron, nous avons créé une association, l'association ANTS, avec notamment le but d'ouvrir une salle de sport qui a été inaugurée il y a maintenant à peu près 2 ans, il me semble, dans laquelle on met à disposition des adhérents les dernières avancées en matière de rééducation neurologique. Et je travaille également à une start-up qui s'appelle Couragé, dans laquelle Sébastien Matteo est également impliqué, et qui a comme objectif de
d'industrialiser et de commercialiser des vélos et des rameurs à électrostimulation. Est-ce que ce serait possible de passer la vidéo, puisque quelques images vaudront mieux que beaucoup de paroles. Shams, est-ce que c'est bon de ton côté? D'accord, donc la vidéo arrive. Je vous laisserai regarder la vidéo, puis ensuite je parlerai un petit peu de tout ce qu'on fait dans le cadre de cette startup, mais également tout ce qu'on fait qui en découle dans le cadre de collaborations qui sont plutôt des collaborations de l'ordre de la recherche clinique, notamment avec le Centre de réadaptation fonctionnelle Henri Gabriel et Sébastien Mathéo. Par des chercheurs du laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon. À vélo sur le chemin du laboratoire de physique, le chercheur lyonnais Vance Bergeron a été percuté par une voiture en 2013. Je me rappelle bien de tac-tac. Le premier tac, c'était le casque qui a tapé une route. Le deuxième tac, c'était mon cervical C6 qui est parcouru, qui a craqué. Et tout de suite, j'ouvre mes yeux et j'étais paralysé. Je ne bouge rien du tout. Et ça, j'ai pris conscience que la vie va changer. Par contre, il va changer, mais il ne va pas s'arrêter. Et c'était pendant ma séjour à l'hôpital, j'ai lu beaucoup de littérature scientifique et j'ai découvert une technologie très intéressante qui s'appelle stimulation fonctionnelle électrique. C'est une technologie qui utilise le champ électromagnétique pour stimuler le muscle et bouger le monde paralysé. Je décidais que ça va être une nouvelle spécialité pour moi. Vance Bergeron a convaincu son ancien doctorant Amine Métani de se lancer avec lui dans cette nouvelle aventure. Retrouver de la mobilité pour des personnes qui sont en situation de handicap moteur, c'est-à-dire des personnes tétraplégiques ou paraplégiques par exemple, c'est un enjeu essentiel. Ça va leur permettre d'être en meilleure santé tout simplement, en meilleure santé physique, mais aussi en meilleure santé morale. Ce qu'on a pensé à faire, c'est utiliser la stimulation électrique musculaire. On va utiliser des impulsions électriques ciblées vers certains groupes musculaires pour créer un mouvement pédalier par exemple. Avec une équipe de chercheurs, Vance Bergeron et Amine Métani ont créé la start-up Circles pour développer des solutions permettant aux personnes paralysées de retrouver une activité sportive. Premier défi technologique, une compétition sportive internationale. La genèse du projet, ça a été notre participation au Cibathlon en 2016 en Suisse. C'était assez évident pour nous puisqu'il s'agissait d'une compétition pour athlètes handicapés, augmentée, assistée par la technologie, et on y a participé à l'épreuve de vélo à stimulation électrique. Ça nous a paru une évidence parce que Vance était fanatique de vélo, il parcourait plus de 7000 km par an. Et le faire remonter à vélo, ça avait une portée symbolique pour nous, mais aussi technologique. On a donc participé à l'épreuve de vélo à stimulation électrique avec un vélo calibré pour Vance, sur mesure. Ce système est adaptable à un grand nombre de morphologies différentes, à un grand nombre de handicaps. La principale difficulté réside dans la calibration.
il va falloir qu'on fasse tout un tas de réglages pour s'adapter à la morphologie des personnes et pour s'adapter aussi à la spécificité de leur handicap. On s'est lancé dans le développement d'un système qu'on veut le plus universel possible. Les chercheurs du laboratoire de physique ont conçu un premier vélo stationnaire à vocation universelle et ouvert la toute première salle de sport dédiée au handicap moteur. Ta première sensation, maintenant tu as l'habitude, et ta première sensation, c'était quoi? C'est vraiment le fait de retrouver les muscles. Ouais. On avait perdu, on avait perdu avant Et tu sens de retrouver un peu de puissance. et tu vois, c'est moi, tu pousses une machine, c'est bien. Donc on ne peut pas s'arrêter là. L'objectif pour nous à long terme, c'est de travailler à simplifier la mise en œuvre de la stimulation électrique musculaire. On travaille notamment à des vêtements intelligents qui intègrent des électrodes dans l'objectif de fabriquer des pantalons qui permettraient de faire du vélo ou de la marche simplement en l'enfilant sans avoir besoin de brancher des dizaines d'électrodes. Sur le marché des équipements à stimulation électrique fonctionnelle, les besoins sont importants et les solutions encore rares. L'équipe de recherche lyonnaise veut changer la donne en innovant à grande vitesse. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on fait avec la startup. On a d'autres activités en termes de recherche et notamment pas mal de collaborations avec l'hôpital Henri Gabriel. Sébastien a déjà mentionné la rééducation de patients Covid. Et donc dans le cadre de cette rééducation, on a mis en œuvre la stimulation électrique musculaire, le vélo à stimulation électrique musculaire sur des vélos stationnaires. On a travaillé également avec des patients dans des situations de coma artificiel, typiquement des comas post-opératoires, qui vont durer entre une semaine et une quinzaine de jours. C'est des comas dans lesquels on va observer une fonte musculaire extrêmement rapide, on parle de rhabdomyolyse. Et on a mis en place une étude donc, au CHU de Saint-Étienne dans le but de voir si le fait de faire pédaler ces patients en utilisant de la stimulation électrique musculaire permettait de réduire, de ralentir cette fonte musculaire. On travaille également sur des dispositifs qu'on va appeler des dispositifs un petit peu do-it-yourself. Les dispositifs qui mettent en œuvre la stimulation électrique musculaire qui sont vendus dans le commerce aujourd'hui sont extrêmement onéreux pour un vélo. Un vélo stationnaire, on va être autour de 20 à 30 000 euros. Et donc on travaille beaucoup au laboratoire, notamment avec pas mal de stagiaires d'écoles d'ingénieurs, à essayer de mettre en œuvre cette stimulation sur des dispositifs qu'on fabrique nous-mêmes. Donc on essaie de fabriquer nous-mêmes les stimulateurs et de mettre en œuvre différents capteurs, des choses que vous pouvez trouver, que vous pouvez commander sur Internet et contrôler avec des cartes Arduino pour ceux qui sont familiers. Et on a notamment en ce moment, on essaie au service de réadaptation fonctionnelle d'Henri Gabriel, une orthèse, une genouillère qui est équipée d'un capteur et qui est capable de communiquer avec un stimulateur électrique musculaire. Donc, je pense que vous voyez à peu près que ce genre de projet met en œuvre des compétences qui sont extrêmement diverses. Je suis moi-même ingénieur, donc je n'ai pas du tout de bagage médical ou même en kinésithérapie. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2 années de postdoc en compagnie de Sébastien et donc de me familiariser avec ce milieu. Et aujourd'hui, c'est extrêmement utile de pouvoir interagir de façon hebdomadaire, voire des fois quotidienne, avec des personnes comme Sébastien, avec également des docteurs souvent spécialisés en MPR, mais également d'autres ingénieurs qui ne vont pas forcément avoir le même bagage que moi. Moi, j'ai plutôt fait des maths en école. Je vais beaucoup collaborer avec des électroniciens, avec des personnes qui sont capables de faire du design mécanique. Et on collabore également avec des enseignants d'activité physique adaptée. Tout ça pour dire que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et typiquement dans ce genre d'application, donc d'activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est vraiment essentiel d'être dans des équipes pluridisciplinaires pour pouvoir espérer faire émerger certaines innovations. Et je vais finir là-dessus et laisser la parole. Merci Amine. On a 2 questions qui sont arrivées dans le chat, notamment une question sur la gestion de la vitesse de déplacement
en open ou en close loop? Donc pour le vélo, j'imagine, oui, le vélo d'extérieur, c'est le pilote qui gère la vitesse de déplacement, c'est lui qui contrôle à l'aide d'un accélérateur l'intensité de la stimulation de ses muscles. Donc je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie d'un open loop ou d'un close loop, mais c'est vraiment comme si vous pilotiez un véhicule. Ok, merci beaucoup. Et on a une deuxième question qui concerne un autre modèle de vélo que je ne connais pas, qui s'appellerait le Berkel Bike. Est-ce que vous en avez connaissance et quel Oui. comparatif vous apportez? On en a un à la salle, justement. On a mis à disposition de nos adhérents. Le Berkel Bike part à la base d'un système d'accroche. Enfin, c'est une troisième roue qui se met sur l'avant d'un fauteuil roulant, sur lequel ils ont rajouté ensuite la partie arrière pour en faire un tricycle. Ils ont un petit peu réinventé la roue dans le sens où nous, on a plutôt eu la démarche inverse de partir d'un vélo, d'un tricycle en carbone, pour y ajouter de l'électrostimulation. C'est le principal intérêt de ce dispositif, c'est d'avoir également un pédalier à bras, ce qui permet d'avoir plus de puissance et d'avoir un exercice plus complet. Son gros défaut, c'est d'être extrêmement instable. La première fois que Vance l'a essayé, il s'est renversé. Et c'est dû au fait qu'on est obligé de faire des compromis. Et eux ont fait le compromis de faciliter le transfert vers ce vélo qui a un siège assez haut. Ce qui nous fait donc perdre en équilibre. Et donc, il vaut mieux faire du plat, de la route. Mais dès que vous sortez un petit peu de ces conditions-là, ça peut devenir dangereux. Il existe également, si ça vous intéresse, un autre modèle de vélo qui s'appelle, alors c'est une boîte qui s'appelle GBY. C'est fabriqué en Suisse et à ma connaissance, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de vélo polyvalent avec une assistance électrique, la possibilité de pédaler avec les bras et un bon compromis entre la facilité de transfert et l'équilibre. Nous, pour le Cibathlon, on est parti sur quelque chose de complètement différent. Le but, c'était vraiment de faire une Formule 1. Donc le vélo est très bas, il est très léger, il est extrêmement rapide et les règles du Cibathlon nous interdisaient d'utiliser un pédalier à bras. En revanche, donc ce vélo que vous avez vu sur la vidéo qui est en carbone n'est pas du tout pratique à utiliser. On était obligé de porter le pilote pour le poser sur le vélo. Donc c'est vraiment, on peut vraiment comparer ça à une Formule 1. C'est très efficace, très rapide, mais pas très pratique à utiliser. Aujourd'hui, avec la start-up, on travaille essentiellement à des dispositifs stationnaires qui sont destinés à être installés dans des salles de sport. Et la principale innovation qu'on apporte, c'est, il y en a plusieurs, mais disons que la plus importante, c'est une calibration automatique des paramètres de stimulation, que ce soit les paramètres d'angle, c'est-à-dire la séquence d'électrostimulation, mais également des stratégies d'électrostimulation qui nous permettent de retarder l'apparition de la fatigue. Et c'est ça qui nous distingue aujourd'hui des dispositifs que vous pouvez trouver dans le commerce. Super, merci beaucoup pour les réponses et puis pour vos deux interventions dans l'innovation et qui, j'espère, feront germer beaucoup d'idées. On va maintenant donner la parole à Flavien Kijou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez parfaitement. Très bien. Merci à l'équipe organisatrice du coup pour l'invitation. Je vais me présenter brièvement. Moi, à la base, je suis kinésithérapeute, diplômé en 2013. Ensuite, j'ai poursuivi vers un master en ingénierie avec une première année en biomécanique et une deuxième en innovation pour les neurosciences. À la suite de quoi, j'ai poursuivi avec une thèse, toujours dans le domaine des neurosciences. Et actuellement, mes travaux concernent en fait la validation et le développement d'un outil prédictif du risque de chute chez les personnes âgées institutionnalisées. Donc, sous ce titre, qu'est-ce que ça renferme? Concrètement, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'utiliser l'analyse de la posture et de la marche pour déterminer des marqueurs qui vont nous permettre de dire les personnes qui sont les plus à risque, des personnes qui sont potentiellement moins à risque. Donc, très concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une plateforme de force, donc une Rebalance Board, qu'on a en quelque sorte hacké pour récupérer les données et pour un petit peu dévoyer de son usage, ce qui nous permet dorénavant d'avoir en fait comme un PES-personne connecté qui permet d'évaluer en fait la répartition des poids du corps entre la jambe gauche et la jambe droite et à partir de là en fait de déterminer comment la personne se situe
lorsqu'elle fait une épreuve d'équilibre debout sur un test personne. Ceci 30 secondes yeux ouverts, 30 secondes yeux fermés. Et de déterminer à partir du signal de la trajectoire du centre de pression, donc de la répartition des poids du corps entre la gauche et la droite, de créer du coup des marqueurs qui vont nous permettre d'évaluer son risque de chute au travers d'algorithmes de machine learning et de quantifier également l'amélioration ou la dégradation de ses capacités d'équilibre. À côté de ça, on fait à peu près la même chose avec la marche, sauf que cette fois-ci, on utilise des capteurs inertiels, donc c'est les mêmes capteurs qu'on a dans notre téléphone pour mesurer l'orientation du téléphone, sauf que cette fois-ci, ils sont un petit peu plus performants, et on va les utiliser au niveau des deux pieds, au niveau du bassin et au niveau de la tête, pour sur une épreuve de 10 mètres aller-retour, mesurer la façon dont la personne, tout simplement, se déplace, fait son demi-tour et revient. En fait, l'intérêt de ce type de technologie, c'est à la fois de quantifier de manière objective la capacité d'équilibration des personnes qu'on enregistre, mais aussi du coup de déterminer des informations parfois très éloignées de la clinique, mais qui derrière recèlent d'un certain intérêt pour la prédiction et la détermination des personnes les plus à risque. In fine, le laboratoire a fusionné entre un laboratoire de mathématiques appliquées et un laboratoire de neurosciences, donc plutôt orienté médecine et clinique, et ce qui a permis de créer le centre Borelli, qui est à l'heure actuelle un gros centre de recherche autour de différentes thématiques, notamment cette thématique-là. En fait, la multidisciplinarité est forcément au cœur de tous nos projets, puisque nous avons été créés autour de cette thématique-là, et ça se ressent dans la constitution des équipes de recherche, où on a à la fois des ingénieurs biomédicaux, des mathématiciens, donc des docteurs en mathématiques, des cliniciens, donc à la fois kinésithérapeutes, MPR, neurologues, etc. Du coup, on a vraiment un panel de compétences, des personnes qui pour dialoguer entre l'aspect mathématique et applicatif, notamment concernant le machine learning, et l'aspect clinique pour ne pas s'éloigner finalement d'une réelle applicabilité. Au travers de ces 3 dernières années de thèse, j'ai également participé à différentes activités associatives centrées autour de l'innovation et de la santé, et également de la recherche, où, par exemple, j'ai présidé l'association des Cartésiens, Docteur à Doctorants de Paris, qui est une très grosse association à Paris, rassemblant des jeunes chercheurs de toutes spécialités confondues. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'organiser avec d'autres associations parisiennes et le MIT Hacking Medicine un hackathon, donc toujours orienté sur la pluridisciplinarité en santé. Je pense qu'il y a un réel intérêt des différentes personnes qui ont des backgrounds très vastes, mais qui s'intéressent finalement à l'innovation en santé sous toutes ses formes, de participer à ce type d'événements multidisciplinaires, parce que c'est l'occasion à la fois de s'acculturer à des nouvelles disciplines dont on n'a pas forcément connaissance ou une connaissance très limitée. Donc, ça peut être sur les 3 thématiques qu'on a vues, à la fois des sciences humaines et sociales, des technologies, de la santé de manière très large. Donc, l'avantage, ça va être de s'enrichir finalement de nos interactions avec les personnes qui ne partagent pas forcément notre background. Et en même temps, ça va être peut-être d'essayer un projet, de démarrer quelque chose et finalement peut-être d'aller très loin dans cette petite aventure avec la création d'un prototype, voire le montage d'une startup, etc. On peut tout imaginer à partir de là. Personnellement, moi j'ai vraiment trouvé cet enrichissement-là quand, au travers de la thèse, j'avais vraiment on va dire un cadre de recherche et qu'il y avait certaines possibilités qu'on n'avait pas pu explorer au sein de l'équipe parce que manque de temps, manque de ressources aussi parfois. Et l'intérêt là de l'un de ces hackathons auxquels j'ai participé, c'était de pouvoir explorer finalement cette réflexion autour de l'analyse de la marche avec une toute autre technologie et de voir si en 48 heures, on avait quelque chose de finalement faisable, de finalement exploitable, un début de projet, un prototype qui nous permette de voir la viabilité de cette idée.
Je pense que là, du coup, il y a un réel enrichissement finalement de la pratique, à la fois en tant que kinésithérapeute et en tant que jeune chercheur, de tester, de se mettre dans des conditions d'un marathon finalement intellectuel qui est un hackathon, pour aller chercher finalement des petites idées à gauche à droite et peut-être explorer une nouvelle piste de recherche. Donc c'est vraiment tout ça qui finalement me motive dans l'organisation, l'intervention et la participation au hackathon. C'est cette idée de se dire, bah, j'ai exploré pas mal de choses peut-être, j'ai peut-être mon expertise dans tel domaine et on va voir si avec mes connaissances, je peux apporter une plus-value aux équipes. J'ai discuté avec pas mal de jeunes kinés, évidemment, qui, au début de ce type de projet, se demandent s'ils ont vraiment une plus-value. Et je pense qu'on peut imaginer aussi d'autres spécialités qui se demandent finalement quel va être l'intérêt. Je suis peut-être étudiant, j'ai une expertise que je considère peut-être comme limitée sur un domaine qui n'est pas forcément un domaine technologique. Comment je vais pouvoir finalement m'intégrer dans ce type d'équipe? Et on se rend compte que après 48 heures, même bien avant, ils finissent par être pleinement intégrés dans les équipes, à apporter vraiment leur petite touche, leur spécialité, et des fois même à être chef d'équipe. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'encourager dans ce sens-là la participation des étudiants en kinésithérapie à des hackathons, à des événements à peu près similaires. Donc moi finalement dans ma pratique, alors j'ai pas forcément bénéficié directement de ce que j'avais créé dans un hackathon, mais j'ai quand même pu explorer mes différentes pistes de réflexion et derrière m'enrichir évidemment de la participation des autres intervenants. Voilà, globalement c'est à peu près tout. À l'heure actuelle, le laboratoire travaille sur beaucoup de pistes différentes et en fait nous ce qu'on fait c'est l'analyse du comportement. Donc on peut aller très loin dans la réflexion puisqu'on a des projets avec des militaires, avec des personnes âgées, c'est typiquement mon projet, et aussi avec des patients qui ont des troubles neurologiques. Et à chaque fois on retrouve cette réflexion autour de la multidisciplinarité, puisque dans les projets technologiques tels que les nôtres, il est nécessaire forcément d'avoir des gens qui sont des experts de l'ensemble du spectre de nos problématiques. Donc à la fois dans le traitement des données, sur les problématiques souvent de réduction de dimension d'un point de vue mathématique, et en même temps sur l'idée de rechercher quand même un aspect très clinique, très applicable en fait des différentes technologies qu'on propose. Et en même temps, dans tout ça, il y a toujours cette réflexion de se dire, est-ce que on a réfléchi à l'interaction de nos technos avec souvent le personnel soignant? Du coup, lorsqu'on a développé cette application tablette pour récupérer les données de la Weeboard et des capteurs inertiels, il y a eu cette réflexion de se dire comment on va tourner en quelque sorte l'expérience utilisateur des praticiens qui font cet enregistrement pour qu'il soit le plus simple, le plus efficace possible, avec le moins de friction possible, et qu'on puisse définitivement appliquer cette technologie de manière très courante en fait en rééducation. Au final, ce qu'on a réussi à faire, c'est un outil très précis de l'analyse de la marche et de l'équilibre statique, le tout dans une technologie qui rentre dans une valise globalement. Donc on s'éloigne des possibilités d'application des laboratoires avec les technologies de motion capture qu'on voit souvent typiquement au cinéma ou ce genre de choses, où c'est un cadre très fermé. Nous, avec nos technologies, on peut aller directement dans les services, dans les maisons de retraite, récupérer de l'information auprès des patients et derrière avoir tout un système de représentation de la donnée avec cette interface tablette. Donc c'est là où il y a une réflexion multidisciplinaire qui s'est forcément créée. Je vais peut-être vous rendre la main à ce moment-là. J'espère que j'étais suffisamment clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup Flavien pour cette intervention hyper enrichissante. On a une question.
nous arrive tout droit. On arrive là, en fait. Là, c'est quelques petits ennuis techniques. Une question pour Sébastien Matteo et Amine Métani. Quels sont les moyens utilisés en électrostimulation pour limiter la fatigue à l'usage du dispositif? Je vais peut-être l'apprendre si ça te va, Sébastien. Vas-y. Il faut déjà préciser ce qu'on entend par fatigue. Quand je parle de fatigue, il ne faut pas l'entendre au sens de la fatigue musculaire telle qu'une personne valide peut la ressentir. Je l'emploie dans un sens très précis, c'est le fait qu'un muscle ne produise plus de contraction alors même qu'il est stimulé de façon, avec des impulsions électriques. Il y a plusieurs méthodes pour arriver à gérer ça. Des méthodes que je vais classer plutôt dans la partie physiologique. Alors par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la distribution spatiale stochastique. Au lieu de prendre une grande électrode, on va diviser cette électrode en 4 parties et on va répartir les impulsions aléatoirement sur les 4 électrodes. Donc au lieu d'avoir une grosse électrode qui va envoyer des impulsions à une fréquence par exemple de 40 Hz, on va en avoir 4 sur lesquelles les impulsions seront distribuées. Et donc si on regarde localement sur une de ces 4 électrodes, on aura une fréquence moyenne de 10 Hz. Il est possible également de faire varier les paramètres d'impulsion. Donc, typiquement, ce qu'on va envoyer, c'est des impulsions rectangulaires, positives puis négatives, qui vont avoir des caractéristiques de largeur d'impulsion, d'intensité et de fréquence. Et on fait donc varier ces paramètres, par exemple aléatoirement avec une distribution normale. Et ça permet également, alors l'idée, ça va être d'imiter un petit peu ce que fait le cerveau, puisque le cerveau ne va jamais recruter l'ensemble des fibres musculaires d'un coup. Il les recrute un petit peu au hasard, ce qui fait que certaines fibres ont le temps de se reposer pendant que d'autres travaillent. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on essaie de reproduire. Après, il y a des méthodes plus, on va dire, d'ordre ingénierie. Ça va être de l'asservissement, donc typiquement sur un mouvement de pédalage. On peut soit stimuler, par exemple, le quadriceps d'un certain angle, d'un angle de début jusqu'à un angle de fin. Ce qu'on peut faire, c'est réduire ces intervalles de stimulation et les asservir à la vitesse de déplacement du vélo, de façon à stimuler les muscles pendant moins longtemps et envoyer juste des impulsions qui permettent de maintenir cette inertie de déplacement. Donc, voilà quelques exemples de façons de possibilités qu'on a pour gérer la fatigue. Ok, super. Merci pour cette réponse. Et on nous demande également combien de temps prend une calibration de séquence. Vous évoquiez une technologie unique pour se calibrer au niveau de la stimulation électrique fonctionnelle. Donc, combien de temps prend une calibration de séquence en termes de fréquence, d'intensité de stimulation, le placement des électrodes, la synchro d'estime et la séquence? Alors, ça va dépendre beaucoup de l'habitude des personnes. Alors là, je parle du placement des électrodes et puis du nombre de groupes musculaires que vous voulez impliquer. Mais une fois que vous connaissez vos points moteurs, ça va assez vite. Nous, notre séquence de calibration, elle va prendre entre 2 et 4 minutes. Autrement, sans cette séquence de stimulation, c'est déterminé de façon empirique. Typiquement, ce que vont faire les personnes qui commencent la pratique du vélo à stimulation électrique, c'est essayer différentes séquences classiques. En général, on en essaye 5. On prend celle qui marche le mieux. Alors, le mieux, c'est-à-dire celle qui nous permet de développer le plus de puissance ou d'aller le plus rapidement possible. Et en général, une fois qu'on a déterminé celle qui nous convient le mieux, on va optimiser à partir de là, toujours de façon empirique. Ce qui aide, c'est d'avoir un pilote avec une assez bonne proprioception pour pouvoir vous guider, vous dire que telle impulsion commence trop tôt ou trop tard. Et c'est justement cette phase de calibration empirique qui peut prendre, enfin nous en tout cas pour le cibathlon, qui nous a pris des journées entières, qu'on a voulu éliminer avec cette méthode de calibration un peu plus automatique. Une autre question concernant la possibilité de faire de l'électrostimulation fonctionnelle sur des muscles dénervés, par exemple dans une pathologie neurologique périphérique. Est-ce que votre dispositif répond à ce genre de pathologie?
Alors c'est possible de le faire, mais pas avec notre stimulateur. Ça demande des intensités de stimulation qui sont beaucoup plus élevées. Donc je sais que c'est possible. J'ai jamais eu personnellement l'occasion de travailler avec des patients qui ont les muscles dénervés. Je ne sais pas si Sébastien a plus d'expérience là-dessus. Impossible. C'est une contre-indication à l'électrostimulation fonctionnelle. Les courants qui sont habituellement utilisés, c'est des courants qui sont biphasiques, rectangulaires et symétriques. Ça, c'est les courants qu'on utilise pour les muscles qui sont, qui sont préservés, c'est-à-dire que la boucle réflexe entre le muscle et la moelle épinière est préservée. Et par exemple, on peut très bien faire une électrostimulation fonctionnelle sur des blessés médulaires complets, moteurs, et qui n'ont pas la possibilité d'avoir une contraction volontaire, mais on peut restaurer une contraction avec les courants biphasiques qui sont symétriques. Et c'est ce que vous avez vu dans les reportages et dans la vidéo, et c'est de ça dont on parle. Vous pouvez, et on l'a fait avec les patients qui ont un Covid, faire de l'électrostimulation sur des patients qui sont valides, qui ont la possibilité d'avoir une contraction volontaire et pour lesquels vous assistez à la contraction volontaire. Mais dès lors que la boucle réflexe est atteinte, donc dans le cas d'une atteinte périphérique, on doit changer de modalité de stimulation électrique et on applique des courants qui sont plus équilibrés, mais qui sont rectangulaires et pas biphasiques, mais seulement monophasiques, donc seulement positifs, et qui provoquent des contractions qui sont vraiment, qu'on appelle les twitch, mais qui sont vraiment très faibles en intensité et qui ne seraient pas suffisantes pour pédaler et restaurer un mouvement de pédalage. Alors on peut concevoir qu'on ait une atteinte isolée d'un groupe musculaire et à ce moment-là, il conviendrait de ne pas stimuler ce groupe musculaire et de stimuler les autres. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une intensité de stimulation qui est tellement faible que l'électrostimulation seule, normalement, permet de produire un pédalage et que si on voulait conserver cette idée-là, il faudrait adapter un système avec une assistance au pédalage et sur lequel on surajouterait une stimulation électrique adaptée aux muscles dénervés. La deuxième incertitude, et là où il faut être sûr de ne pas faire n'importe quoi, c'est l'objectif quand on stimule des muscles dénervés, c'est de favoriser une récupération et une repousse neuronale. Et il y a des personnes qui pensent qu'on est plutôt défavorable si on fait des stimulations électriques sur ces muscles-là, et que le principe de précaution, en tout cas, fait qu'on serait plutôt précautionneux et prudent pour ces patients-là. Bon, voilà. Et la dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est quand vous faites de la stimulation sur les muscles dénervés, en gros, il faut compter vous avez une dizaine de contractions de faible intensité que vous pouvez provoquer. Ensuite, le muscle est fatigué, il n'y a plus de contractions qui sont provoquées, malgré le fait que vous augmentez l'intensité. Donc, il faut bien avoir en tête que si vous installez un patient, que ça vous prend 10-15 minutes pour 10 contractions, je ne suis pas sûr que ce soit la technique la plus efficiente et la plus adaptée à proposer à ces patients-là. Après, on est sur de l'hackathon, on est quand même ouvert aux idées, mais il faut bien avoir tout ça en tête. Effectivement, ça laisse pas mal de perspectives. Une question plus pratico-pratique. Un intervenant qui nous dit, connaissant les personnes paraplégiques, à quelle structure je vais pouvoir orienter ces personnes pour bénéficier de ces vélos? Est-ce que c'est accessible? Alors, c'est la salle dont parlait Amine tout à l'heure, c'est la salle de Hans qui est à côté de l'ENS de Lyon et pour lequel Comment? Je vais mettre le lien du site web sur la conversation. Voilà. Parfait. Et avec tous les contacts qui sont sur le site, et voilà, la personne peut aller directement là-bas. Bon, bah super, on est en plus réactif. Je vois une autre question. Quelle est la liberté laissée à l'utilisateur pour moduler lui-même ses séquences? Alors, moi, j'ai un élément de réponse par rapport aux patients Covid là qu'on a eu. Si on reparle, avant d'avoir les patients Covid qui ont la possibilité qui ont la possibilité de contracter leurs muscles, même si ils ont perdu en force, une des questions qu'on se posait avec Amine, c'est de savoir est-ce qu'on peut stimuler des sujets sains, en tout cas qui sentent le courant. Parce que si vous n'avez jamais fait d'électrostimulation,
faut savoir que ce que vous sentez, c'est comme des fourmis assez forts, et c'est pas forcément très agréable. C'est vrai qu'en termes de tolérance, ça peut être… Voilà, donc la question de la tolérance elle était quand même de premier ordre. Chez le patient blessé médulaire, l'aspect d'atteinte sensorielle fait que les patients ne sentent pas le courant et cet aspect désagréable, et on peut monter à des intensités de stimulation qui sont d'ordre de 140 mA à 200 mA. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai testé le vélo à électrostim, et à 45 mA, je suis à mon maximum. Je n'irai pas au-delà. Donc, il y a quand même un gap entre 45 et 140. Mais bon, les patients qui ont fait le Covid et qui ont pédalé, ils ont la possibilité de gérer eux-mêmes l'intensité de la stimulation en interagissant sur la vitesse de pédalage. C'est-à-dire que la machine, elle fonctionne de la façon suivante. Vous réglez un niveau d'effort à produire, et dans le niveau d'effort, je parle de résistance de la pédale et je parle de rotation tours par minute. Et le patient doit, s'il veut recevoir de l'aide, laisser faire la machine. Donc, il doit pédaler un peu moins vite que ce qui n'est pas forcément très, très intuitif au départ, mais les patients ont toujours tendance à pédaler un peu plus vite, et à ce moment-là, c'est comme s'ils ne reçoivent pas de courant parce que la machine ne complète pas ce qui manque pour permettre d'atteindre ce qui est réglé. Et en fait, ils doivent se laisser aider. Donc ça, c'est la façon dont on fait quand on fait de l'électrostimulation fonctionnelle avec les vélos qu'on utilise, qui sont majoritairement utilisés, c'est le blessé médulaire. Et c'est la façon dont on fait pour contrôler, avec un sujet valide, l'intensité de la stimulation. J'espère que ça a été clair. Donc, si vous voulez du courant, il faut vraiment ralentir et laisser faire la machine. Si c'est trop fort, vous accélérez le pédalage, et à ce moment-là, vous avez beaucoup moins de courant. Et à juste titre, Hugo Ardaillon nous demande du coup à quand la montée du Ventoux. Je ne sais pas, c'était un projet. Amine, tu sais peut-être plus pour Vance. Je ne sais pas, cet été, on pourra s'organiser ça. Allez, les agendas sont ouverts alors. S'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir clôturer sur ces mots. Déjà, merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour cet événement de lancement. On espère que ces discussions, elles ont permis de faire regermer des idées qui étaient enfouies ou d'en faire pétiller de nouvelles. Et que le hackathon sur les 3 thématiques permettra de structurer tout cela et dans un objectif d'innovation sur des projets au service du milieu rééducatif au sens large, vous l'avez compris. Donc la suite des événements, elle s'articulera avec les 3 volets de webinaire courant septembre. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur les différents canaux de communication et à l'adresse mail hacking.riab.lyon@gmail.com que vous trouverez dans les dernières diapositives. J'en profite pour remercier au nom de l'équipe toutes celles et ceux ne pouvant pas être là avec nous ce soir en direct du Care Lab, mais qui ont œuvré depuis le début sur le projet, que ce soit sur les visuels, la communication, la structuration des événements, les liens avec les partenaires. Donc merci à vous tous. Un remerciement spécial pour notre partenaire Care Lab, Gérald Comté et Juliette Tardy, pour leur accompagnement instructif et créatif dans la gestation de ce projet qui, justement, depuis plus de 9 mois, nous accompagnent et nous prouvent encore ce soir par la mise à disposition de leurs locaux. Donc merci à eux. Encore une fois, un grand merci à nos intervenants, Amine Métani, Sébastien Mathéo, Flavien Kijou, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir animé cette conférence ô combien inspirante et qui, je pense, l'a été pour vous également. Donc, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux et nombreux dans ce webinaire et d'avoir témoigné votre intérêt. Ça ne fait qu'entretenir notre motivation et pour aller plus loin vers le lancement du HRL. Vous pourrez bien sûr continuer à suivre les actualités en lien avec le HRL avant octobre sur nos différents canaux de communication, Facebook, Twitter, LinkedIn et les différentes pages spécifiques que l'on alimentera au fur et à mesure. Voilà, on va pouvoir clôturer cette séance et on vous dit à très vite. Et encore une fois, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup. À bientôt.